Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Au menu cette semaine, la Social TV. Derrière cet anglicisme se cache une nouvelle façon de regarder la télévision. De la télé-réalité au foot en passant par les émissions politiques, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la télé tout en commentant votre programme favori sur les réseaux sociaux avec votre tablette ou votre smartphone. Quand la télé devient sociale, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, Polyclic, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice UDI, Catherine Morin-Desailly. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Paul Bouffard. Facebook, machine à remonter le temps. Si, c'est possible, surtout avec la page de Léon Vivien. Ce jeune Français raconte en direct sur Facebook la Première Guerre mondiale. Bien entendu, l'expérience digitale est fictive. Objectif, réécrire l'histoire comme si les réseaux sociaux avaient existé. On suit les journées du soldat Vivien à raison de 5 posts par jour. Facebook 1914, un projet qui débute le jour de l'assassinat de François Ferdinand, point de départ des fracas du XXe siècle. On y découvre l'acte de mobilisation du soldat jusqu'aux photos de son escouade sur le front. Une idée du musée de la Grande Guerre de mots, rendre l'histoire du point de vue d'un poilu 2.0. C'est le jeu tendance sur le net, quand la petite boule jaune se transforme en vilain ministre avide d'argent. Pas Cusack, clin d'œil à l'affaire Cahuzac. Un jeu flash, le but, récupérer un max de billets. Le tout poursuivi par Edoui Plenel de Mediapart ou encore François Hollande en miniature. 5 niveaux et au passage plein d'allusions à l'affaire. Attention à ne pas se faire attraper, sinon direction le tribunal. Et le gagnant est Jour de vote. Le web docu-fiction remporte le prix du jury au Festival du Web Programme de La Rochelle. En immersion, avec une caméra subjective, le document propose de vivre la vie d'un député. Tout juste élu, perdu dans les méandres du Palais Bourbon, vous avez une journée pour capter le processus législatif. En fin de journée, vient l'heure du vote de la loi fictive, nommée Alexandrie. Est-ce que vous les reconnaissez? Et là, qui se cache derrière ce combo? François Hollande avec les cheveux d'Angela Merkel. Que de folie! Croisons-les, un Tumblr qui mélange les visages de nos personnalités politiques, avec un hymne, parce que 2 têtes valent mieux qu'une. Et l'homme du moment a son photomontage. Chemise hawaïenne, voiture rouge, moustache of course, Edoui Plenel en mode Tom Selleck dans Magnum. Ou encore NKM, Copé, Copé, NKM. Au final, on ne sait plus trop où donner de la tête. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Lise Pressac, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour l'excellente émission Des clics et des claques sur Europe 1. Et pour être tout à fait transparente, puisque c'est dans l'air du temps, vous avez travaillé auparavant à Public Sénat. Erwan Gaucher, bonjour. Vous étiez consultant, mais vous êtes aujourd'hui directeur adjoint à la coordination des sites régionaux et ultramarins de France Télévisions, un habitué de la Politique C'est Net. Bienvenue. Enfin, Arnaud Mercier, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et vous êtes responsable de l'Observatoire du web journaliste. Erwan Gaucher, une réaction à ce Weborama, notamment cette page Facebook qui raconte la vie d'un poilu. C'est des nouvelles formes de narration. Oui, on en a vu pas mal se développer, notamment aussi sur Twitter. On avait la Seconde Guerre mondiale racontée en direct, on a le voyage du Titanic raconté en direct. Et du coup, ça a créé aussi un nouveau format éditorial, le rétro live, c'est-à-dire l'événement expliqué en direct par un média, mais un événement qui est passé. Donc le rétro live qu'on voit de plus en plus arriver dans les rédactions, c'est assez sympa comme format. Lise, vous avez joué au Pack Cahuzac? Ah, j'adore. Je trouve qu'il n'est pas très ressemblant, mais voilà, j'aime beaucoup le jeu. Et Jour de vote, vous connaissiez, vous, Arnaud Mercier? Oui, mais... Qui est donc un web documentaire, on peut dire ça comme ça, sur la préparation de la loi. Bah oui, c'est toujours intéressant de voir ce genre d'exercice où on invente des formats narratifs qui couplent à la fois une autre façon de couvrir l'information en tant que journaliste et en même temps
qui mêle des technologies web. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette coordination entre la volonté d'inventer une nouvelle forme de récit avec des nouvelles technologies. Élise, sur Croisons-les. Je suis très fan de Magnum. Tom Selleck et Edoui Plenel, ça fonctionne, c'est ça votre fonctionne hyper bien. préféré Ouais, je crois. Et là, c'est très réussi, Erwan Gaucher, ça vous plaît? Plenel, on est pile dedans. On a même quelques secondes de doute pour être bien sûr que c'est une photo retouchée ou pas, ça colle. C'est pas tiré de la vraie série en me disant bon, c'est peut-être un vieux épisode. Après, il faut voir si Edoui Plenel va se prendre pour Magnum. Je pense que s'il a une Ferrari, il a un contrôle fiscal immédiatement. C'est un peu Madame Numérique ici au Sénat. Elle est en tout cas la présidente du groupe d'études médias et nouvelles technologies. Accro à sa tablette, Catherine Morin-Desailly tweet dans l'hémicycle et voit dans le web une forme de démocratie participative. La sénatrice UDI Catherine Morin-Desailly est le polyclic du jour. C'est une nouvelle façon pour moi de communiquer, d'aller chercher de l'information, mais aussi en recevoir et partager aussi des réflexions, restituer aussi le bilan de mon action assez régulièrement. Donc je peux dire que je suis une geek relativement acharnée. Les deux. C'est assez différent et en même temps complémentaire. Sur Facebook, je vais raconter un petit peu une histoire. Je vais raconter par exemple une visite de canton, les élus que j'aurais rencontrés, assortis de quelques photos. C'est un peu un petit résumé, une petite histoire. Sur Twitter, c'est une information essentielle et synthétique que je vais délivrer rapidement. Ce dont je m'aperçois, moi qui suis une enseignante à la base, c'est que ce soit le blog, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, ce sont des exercices d'écriture. Beaucoup décrit les nouveaux moyens de technologie en disant ça va tuer l'écriture, ça va tuer la lecture. Je crois que bien au contraire, ce sont de nouvelles façons de tenir ce qu'on appelait autrefois un journal. Je tweete dans l'hémicycle. Alors, je tweete, mais des choses assez sommaires, c'est-à-dire qui vont donner mon état d'esprit par rapport à un vote, mais très rapide. Voilà. En revanche, ce qui est assez intéressant d'expérience que j'ai vécue dans l'hémicycle, c'est la conversation qu'on a finalement avec des gens extérieurs et qui viennent observer un moment un peu stratégique d'un vote, ce qui va se dire, ce qui va se décider et qui vous formule parfois des encouragements ou vous conseille sur ce qui pourrait être dit ou fait. Alors, il faut aussi avoir sa propre distanciation par rapport à tout ça pour pas se laisser indûment influencer. Mais c'est une nouvelle forme collaborative aussi qui change un peu la démocratie et auquel les élus doivent faire attention. Je crois que demain, on va rentrer par exemple dans la campagne pour les municipales en 2014. Il sera important d'interroger la communauté des internautes qui vivent sur votre territoire, sur le diagnostic qu'ils formulent par rapport à l'état de leur ville, sur également les préconisations ou les bonnes idées qu'ils auraient ou les analyses qu'ils font. Je pense que c'est ça la démocratie participative. J'aime par exemple beaucoup la photo, donc j'ai les photos que j'aime. Et puis je consulte la presse, mais aussi la télévision en rattrapage. Ce qui me fait d'ailleurs réfléchir, comme je travaille sur ces sujets-là au Sénat, à la façon dont le téléspectateur, l'auditeur va fonctionner par rapport à ces nouveaux outils. Du coup, comment les choses doivent s'organiser. Donc j'ai des films, mes films favoris. J'ai par exemple les Tontons Flingueurs. Alors, ce qui est très intéressant, je me suis fait cette réflexion l'autre jour, c'est que finalement, dans ce monde, dans les écrans, on a carrément la tendance, l'écran géant ultra plat haute définition, et puis le petit écran dans un rapport plus intime à ce qu'on peut être. Lise Pressac, une réaction à ce portrait. Vous, dans Des clics et des claques, vous recevez pas mal de politiques, pas seulement, mais pas mal de politiques. Et finalement, on voit, même si ça se développe, qu'ils sont assez
Peu nombreux quand même en tant qu'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. C'est toujours notre grande question, savoir si c'est eux qui tiennent le compte directement, si c'est leur chargé de communication. Et en général, ça se voit assez facilement. Il y a ceux qui décident de laisser la main à leur chargé de com, et parfois c'est peut-être préférable, ça évite l'instinct primaire et les possibles dérapages. Les accidents de tweet. Exactement, ça. Il y en a eu beaucoup. Voilà, Nadine Morano est notamment familière de ce genre de choses. Et de tweeter, par exemple, avec ses initiales, comme le fait Barack Obama, par exemple. Mais c'est très intéressant quand ils le font eux-mêmes et quand ils sortent un peu de leur tailleur et de leur costume de député ou de sénateur, parce que justement ça les rend plus humains. Ce qui est intéressant, c'est de creuser la personnalité qui est en dessous de l'homme politique ou de la femme politique. Et ça, c'est pas toujours évident, Erwan Gaucher. Mais en même temps, je trouve qu'ils sont assez représentatifs. On doit être pas très loin des 2/3 des députés qui ont aujourd'hui un compte Twitter et 80 sénateurs. On ne doit pas être très très éloigné de la proportion de la population. Twitter, c'est environ 6 millions de comptes en France, donc c'est très important et ça grossit très vite, mais c'est pas encore tout le monde. Donc ils sont assez représentatifs. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui engagent la conversation, qui parfois aussi se rendent compte que tout le monde peut les prendre un petit peu à partie avec des arguments qui sont pas si facilement démontables que ça. Arnaud Mercier, c'est pas évident quand même pour les hommes politiques de se faire ces nouveaux usages. On voit bien qu'on est encore quand même dans une phase, même si déjà les choses se sont un peu régulées, dans une phase encore d'apprentissage pour certains. Et cet apprentissage, c'est un jeu d'erreurs. Voilà, tout le monde sait que Valérie Trierweiler ne tweetera plus jamais de la même manière que ce qu'elle a fait. Donc, on a vu des dérapages. Moi, j'ai un exemple d'une chargée de com, d'un président de région qui me disait, depuis qu'il est passé sur Twitter, c'est une catastrophe. Il annonce des trucs genre, il nous a démoli un plan de com qu'on bossait depuis un mois parce que il était dans la voiture, il savait pas quoi faire, plof, plof. Et, faut pas les laisser tout seuls, alors face à l'outil. Faut leur prendre le portable de temps en temps, je pense. Place maintenant au club des gazouilleurs quand la télé devient sociale. De The Voice à mots croisés en passant par les JO, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la télé armée de votre tablette ou de votre smartphone pour poster des commentaires sur les réseaux sociaux. Que changent ces nouvelles façons de consommer la télévision? Quel impact en termes d'audience? La télé sociale en question, c'est le débat du club des gazouilleurs. Dis-moi ce que tu tweets, je te dirai quel téléspectateur tu es. Fini le téléspectateur passif, vive le télénaute interactif. Désormais, un écran ne suffit plus. La télé se regarde de plus en plus avec un iPhone ou une tablette pour discuter autour de son programme préféré. La Social TV mode d'emploi, un reportage de Marie Brémaud. Août 2012, Jeux Olympiques de Londres. Carton d'audience télévisée, mais aussi explosion de commentaires sur les réseaux sociaux. Les JO ont généré 150 millions de tweets dans le monde entier. Des millions de messages de téléspectateurs qui, depuis leur canapé live tweet en direct les épreuves sportives. Phénomène planétaire, les réseaux sociaux ont envahi le petit écran. En tout cas, ce soir, votre équipe, sur les réseaux sociaux, Garou, c'est la folie. Pour l'instant, votre équipe ne reçoit que des louanges. En France, de plus en plus d'émissions proposent via Twitter ou Facebook aux téléspectateurs de participer. Les téléspectateurs munis de leur smartphone ou de leur tablette peuvent réagir en direct à l'émission en postant leurs commentaires et autres gazouillis. Objectif, créer une communauté de fidèles internautes autour de l'émission et augmenter l'audimat. Et ça marche. The Voice, mots croisés, c'est dans l'air, danse avec les stars, c'est à vous. De plus en plus d'émissions pratiquent ce qui s'appelle la social télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Certaines émissions proposent même de diffuser en direct les messages des tweetos, gage suprême d'interactivité. Le téléspectateur peut donc interpeller l'animateur, les invités ou simplement faire connaître son avis ou ses commentaires. Le dièse ou hashtag, suivi du nom de l'émission, deviennent donc incontournables. À l'heure de la social TV, les écrans se multiplient, le téléspectateur et l'internaute ne font plus qu'un.
Erwan Gaucher, la Social TV, c'est plutôt un phénomène récent. Depuis combien de temps ça explose? Ça fait une grosse année que ça commence à réellement exploser. Ça avait un petit peu commencé avant, mais c'était assez marginal. Je pense que la première émission sur laquelle on l'a réellement vu, c'est L'amour est dans le pré. Et il se trouve que l'usage de Twitter a été naturel. Les gens ont commenté notamment sur Twitter, surtout sur Twitter. Donc petit à petit, ça s'est mis en place. On a regardé, on a fait des essais. Les premières émissions, ça fait une petite année qu'elles commencent à travailler réellement là-dessus. Et ça explose réellement maintenant depuis 6 mois. On a réellement des dispositifs qui sont pensés au moment où on pense l'émission et où l'usage se répand réellement. Arnaud Mercier, selon le baromètre de la télé connectée du CSA, 74% des internautes utilisent un deuxième écran en parallèle de la conso de télé. Mais est-ce qu'on a des chiffres sur combien commentent sur les réseaux? Parce que là, c'est 74% des internautes. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de sociétés qui se sont créées, Médiamétrie est sur le marché, mais avec des tas d'autres. Et en fait, on s'aperçoit quand on compare leurs chiffres que parfois ils ne disent pas exactement les mêmes données. Et puis parfois c'est un écart de 25% ou 30%. Donc c'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a des émissions qui marchent très très bien et qui génèrent du trafic sur les réseaux sociaux, qui se comptent en dizaines, voire parfois centaines de milliers. Ça, voilà, on peut dire qu'il y a des messages. La semaine dernière, il y a eu 2 millions de tweets liés à des émissions de télé en une semaine. C'est ça, oui. Alors, donc c'est vrai qu'il y a... Mais alors après, la question aussi, c'est le nombre d'internautes, j'allais dire, uniques. Donc là aussi, ça se compte en dizaines de milliers. Bon, voilà, on n'en est pas encore aux millions. Là, par contre. Sur l'audience sociale, ce qui s'est passé sur l'audience web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est dans un moment clé où il y a une petite bataille de ceux qui vont être la référence de la mesure entre le nombre de messages, le nombre de personnes qui ont envoyé ces messages, parce qu'en effet, il y a des tweetos qui sur une seule émission peuvent vous envoyer 150 messages, donc ils font exploser le nombre. Voilà, il y a des. Vous en faites partie, Lise? Il y a des staccanovistes. Vous commentez les émissions de télé sur quel réseau? Sur Twitter? Sur Twitter, enfin c'est le réseau social pour le faire. Voilà, il y a rien de plus insupportable qu'un live tweet, comme on appelle ça, un commentaire en direct finalement sur Facebook. C'est pas du tout adapté pour ça. C'est 140 caractères, ça va vite, et généralement on se retrouve autour d'une petite communauté. Voilà, on se retrouve comme des amis sur un canapé devant la télé, quoi. C'est des gens qu'on connaît pas mais qu'on retrouve. Voilà, on a nos rendez-vous et on sait que le dimanche soir il y a Faites entrer l'accusé. On sait que les autres soirs va y avoir le samedi soir The Voice. Enfin voilà, c'est les grands rendez-vous, les grandes émissions, les grands shows télé qui rendent. Donc vous êtes chacun chez vous. Voilà. Mais c'est comme si vous êtes sur votre canapé virtuel. Voilà, et c'est à qui fera la meilleure vanne, à qui fera le meilleur bon mot. C'est comme une battle, un challenge. Exactement, c'est ça. Et puis c'est vrai que ça va facilement au-dessus des 100 messages en une soirée. Mais c'est parce que vous avez le doigt encore plus agile que Nadine Morano, j'ai envie de dire. À 2 doigts, c'est 2 mains, c'est ça le secret. Quand je reviens aux chiffres, juste par exemple le débat présidentiel Obama-Romney, le premier, 11% des téléspectateurs américains ont regardé ça avec en double écran. Donc voilà, ça veut dire qu'on est quand même, on rentre dans des choses où voilà, vous avez 10% des citoyens américains qui ont regardé le débat, qui commencent à le regarder, et ça change pas mal de choses sur évidemment la façon de le regarder. Et on va y venir. Et nous, même si on est un petit peu en retard en France, le débat pendant le second tour de la présidentielle a aussi été extrêmement commenté sur Twitter. Ça a été un des moments les plus commentés des 10 ou 15 émissions de l'année les plus commentées sur les réseaux sociaux. Le débat en faisait partie. Donc on sent qu'il y a une vraie appétence à ça, une vraie envie. Et le fait de développer des dispositifs qui montrent aux gens qu'ils peuvent le faire, c'est-à-dire que là l'usage était indépendant, maintenant que c'est montré, on pense que ce chiffre va continuer d'augmenter et cet usage va continuer d'augmenter parce qu'on va envoyer les signes aux téléspectateurs pour leur dire n'oubliez pas, comme disait Nikos tout à l'heure, n'oubliez pas, venez commenter sur les réseaux sociaux, venez nous dire ce qu'on vous en pense, et puis sans doute des interactivités de plus en plus poussées. Quelles sont les émissions les plus sociales ? C'est les grandes émissions de divertissement, ça a été dit, comme The Voice par exemple, et puis il y a aussi beaucoup le football, enfin le sport, mais plus particulièrement le football comme sport national. Il y a des émissions phares, moi il y a 2 rendez-vous. J'allais vous demander quelle émission. Il y a 2 rendez-vous dans l'année qu'il ne faut pas manquer quand on fait du live tweet, c'est l'élection de Miss France et l'Eurovision. Pourquoi ? Parce que c'est ringard. Exact. Enfin, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire que l'émission va se prêter plus facilement. Je porte un jugement de valeur. Ça va. Moi, j'adore le kitsch, mais voilà, c'est juste que ça va faciliter. Voilà, il y a tout. Il y a la musique, les costumes. Il y a tellement de choses qui sont faites pour être commentées. Miss France, on adore détester les Miss. Enfin,
toutes les émissions, on adore détester, tout comme toute la télé-réalité offre un panel de possibilités en live tweet. Mais voilà, c'est ces deux rendez-vous-là qui existaient bien avant qu'on ait un smartphone. Oui, on peut commenter sur la forme. Exactement, on commente surtout, mais comme un débat de François Hollande peut être commenté autant sur le port de la cravate que sur les propos qui sont tenus. Il y a tout. Qu'est-ce que ça change en termes d'usage donc de commenter la télévision? Ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, d'abord, ça introduit l'idée très fortement qu'on vit ensemble une expérience spectatorielle, de voir la télévision, etc. C'est-à-dire que la télévision, c'est un programme qui fédère une audience. Ceci étant, tout le monde le sait, c'est le paradoxe, c'est qu'on est chacun chez soi en train de regarder la même chose. Et effectivement, on en parle le lendemain, etc. Là, ça fait vivre cette idée que l'on est en train d'être un public. Et le hashtag, et donc ce mot-clé, ce dièse, est très important parce qu'il justement, il fédère un fil, et c'est un fil qui se crée au gré du hashtag. Et un jour, ce sera un autre hashtag, etc. Et si on a envie de suivre ça, on s'abonne sur ce fil, et on reçoit du coup tous les messages en même temps. Et du coup, ça introduit une sorte de distanciation vis-à-vis de ce qu'on est en train de regarder, de notre propre expérience de spectateur, parce que, voilà, tiens, ah mais oui, tout d'un coup, on réalise par le commentaire qu'on a vu que ce que l'on voyait, on le voit différemment parce que quelqu'un nous a fait part de sa façon à lui d'avoir vu les choses. Et par exemple, moi, je pense que pour la communication politique, c'est entre guillemets un drame qui est en train de se jouer parce que plus on va aller là-dedans, plus on va avoir des gens qui vont du coup relativiser ce qu'ils sont en train d'entendre de la part du message communication politique un peu, j'allais dire, bien rodé, bien huilé. Parce que tout d'un coup, on va leur offrir sur un plateau le commentaire critique au même moment. L'interactivité, que ce soit à la télévision ou à la radio, c'est pas nouveau. Il y a souvent, depuis longtemps, eu de l'interactivité. Ce qui est nouveau, c'est que cette interactivité, elle ne se fait pas dans un seul sens. Elle se faisait dans le sens d'un téléspectateur à une émission, éventuellement à un invité quand on pouvait carrément l'interroger par téléphone ou SMS. Maintenant, cette interactivité-là, elle est partagée. C'est-à-dire que si le tweetos pose une question ou réagit à quelque chose qui vient d'être dit par un invité, immédiatement, le débat rebondit. C'est-à-dire qu'il se continue presque en dehors de l'émission et on va avoir des gens qui vont pas être d'accord entre eux, un débat qui va se développer, en fait plusieurs dizaines de petits débats thématiques qui se développent autour de l'émission, qu'il est fort intéressant d'observer pour voir quelles sont les thématiques qui sont aussi les plus commentées et les plus reprises dans une émission. Quelle est la place des émissions politiques dans l'écosystème de la télé sociale? Elle est étonnamment assez importante. On peut se rendre compte que les émissions de politique marchent très bien. Mots croisés est devenu, je pense, un rendez-vous sur l'audience sociale, alors que c'est quand même une émission assez complexe, assez technique. Le lundi soir à 23h, on met pas vraiment toutes les billes de notre côté pour avoir un grand nombre de commentaires là-dessus, et ça marche. Des Paroles et des Actes, qui a décidé depuis quelque temps de mettre ce système, rencontre un joli succès aussi. Vous observez ça aussi, Arnaud Mercier? Oui, bien sûr. Et puis si on regarde par exemple l'intervention de François Hollande, l'interview avec Pujadas, 117 000 tweets en 1 heure, quoi. Donc ça veut dire que ça a généré plus de 1000 tweets à l'heure, quoi. C'est à la minute, je veux dire. Donc ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se... Alors en même temps, il faut quand même là aussi, je reviens sur mon discours de relativisation. Par exemple sur Twitter, on le sait, il y a 2 catégories de gens qui ont beaucoup investi Twitter pour l'instant. C'est les jeunes et les cadres. C'est-à-dire les gens très diplômés, ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'on a encore pour l'instant des comportements sociaux sur les réseaux qu'on peut observer dans ce genre de cas, qui peuvent être remarqués aussi par les origines sociales des uns et des autres, et que c'est pas encore quelque chose de totalement généralisé. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, Erwan, sur les dispositifs dont vous vous occupez à France Télévisions, sur les émissions politiques. Vous pouvez nous raconter comment ça, un petit peu les coulisses, puisqu'on n'a pas pu aller tourner, on est un peu mariés. Donc si vous pouviez nous le raconter. Le système est assez simple, on a une équipe de modérateurs qui reçoit l'intégralité des messages, c'est-à-dire jusqu'à 40 ou 50 000 tweets qui vont passer dans la soirée, donc qui est dimensionné en fonction de ça, qui va sélectionner ce qui lui paraît le plus intéressant, le plus pertinent, et j'insiste là-dessus, le plus représentatif de la conversation, parce qu'on a vraiment cette couche qui est mise. Puisque généralement, dans une émission politique, vous êtes accusé dans une première demi-heure d'être totalement vendu à la droite, dans la deuxième demi-heure d'être totalement vendu à la gauche, et dans la dernière demi-heure de pas être du tout intéressant, et puis vous avez les remerciements après, donc c'est assez équilibré. Il faut quand même que ça reflète, enfin je sais pas, un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. C'est un principe éditorial, journalistique, c'est pas du 50-50. Si globalement
nettement la twittosphère est contre ou est pour, et ça doit se voir aussi un petit peu dans cet équilibre-là. Vous faites aussi, on n'est pas dans la télé, mais la radio. Non, mais nous sommes à l'ère de la radio filmée, donc moi-même je suis ma propre. C'est moi qui suis chargée finalement de modérer parce qu'on diffuse nous aussi les tweets à l'antenne, enfin sur le site d'Europe 1. Et donc pareil, je fais ce filtre-là, mais j'hésite pas à faire passer à l'antenne un tweet qui est plutôt désobligeant sur l'invité, à dire mais il raconte n'importe quoi. La même chose qu'Arman, c'est-à-dire que mais eux ils voient, ça peut être un peu rock'n'roll. Eux ils ne voient pas puisque voilà ils sont dans l'exercice et peut-être qu'ils auront voilà le résultat après quand ils iront regarder quand même des tweets à l'antenne. Oui, bien sûr. En général ils sont assez étonnés, ils se disent mais d'où ça vient. Il y a toujours le problème de l'anonymat ou du pseudonymat qui se disent bon la parole est plus libérée peut-être derrière et qui me parle. Mais je crois qu'ils ont passé quand même cette défiance là. Ça commence à être vraiment intégré. Quel impact ça a sur les audiences? Pour l'instant, c'est très difficile de faire une comparaison immédiate entre l'audience sociale et l'audience télévisée. Il semblerait, avec toutes les prudences possibles, que quand une émission marche bien sur son audience sociale, sur les réseaux, elle marche plutôt bien aussi dans son audience à la télévision. Mais on est très très prudent, on n'est qu'au tout début de l'observation de ça. C'est beaucoup trop tôt. Ce qu'on constate par exemple sur une émission comme Mots Croisés, c'est que depuis qu'on le fait en corrélation, les audiences vont bien, voire plutôt mieux, mais Donc une émission qui buzz marche mieux. On est bien incapable de dire que c'est parce qu'elle buzz qu'elle marche mieux. Quelles innovations vous avez pu repérer? Est-ce qu'on pourrait imaginer donc des émissions co-gérées, co-créées avec des internautes complètement collaboratives? Oui, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est en train d'être imaginé, c'est en train d'être testé, comme vous allez commencer à voir. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu sur nos camarades d'M6 cette semaine un premier essai, les séries dont la fin va être, vous allez pouvoir proposer plusieurs fins en choisissant le coupable dans l'enquête et en le désignant via Twitter ou des choses comme ça. C'est en train d'arriver. Et d'ailleurs, la communauté Plus belle la vie, qui est quelque chose d'assez... On voit que vous êtes fan, hein, Lise. J'assume totalement, je suis transparente là-dessus, mais ça a généré une telle communauté que je sais que sur les forums, il y a les gens qui inventent des histoires, qui se disent, et c'est forcément que ça inspire quelque part les producteurs, ceux qui écrivent la série, les auteurs, puisque ils vont se dire, ah bah ce personnage-là, il est mal vu, peut-être qu'on va un peu redorer son blason. C'est forcément, ils ont un œil là-dessus, ça c'est sûr, et la communauté, le forum Plus belle la vie sur France 3. Enfin, je pense que même au niveau du replay de Plus sur France Télévisions, c'est déjà le cas aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des observations de façon très professionnelle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qui effectivement sont affichés comme tels. Ça influence des scénaristes pour, par exemple, des séries ou des choses comme ça. C'est déjà le cas. Hein. On est déjà rentré là-dedans. Et comme ça va très vite, il faudra qu'on refasse donc une émission, je pense, sur ce sujet-là d'ici 6 mois. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude Baron, alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors ce qui a fait débat, c'est le mariage homosexuel et la radicalisation du mouvement. Alors cette radicalisation, elle n'est pas nouvelle, on en parlait déjà en décembre dernier sur ce plateau. Ce qui a évolué en revanche, c'est la nature de cette radicalisation qui est passée des paroles aux actes avec une crainte générale des internautes, c'est que tout ça finisse mal. Et alors concrètement? Alors on ne va pas tout énumérer, mais on va citer par exemple des parlementaires qui ont été menacés de mort s'ils ne votaient pas contre le projet de loi, un local LGBT à Paris dans le Marais, donc un quartier homosexuel qui a été saccagé, et du coup chaque jour depuis le début du printemps, il y a une question qui tourne en boucle, jusqu'où iront-ils ? Mais alors, ces actions violentes sont quand même le fait d'une minorité. Ils ne représentent pas forcément toute la manif pour tous. C'est vrai, le problème, c'est que pour la plupart des internautes, en tout cas ceux qui s'expriment, les responsables, c'est principalement Christine Boutin et Frigide Bardot, notamment cette dernière. Frigide Bardot est jugée coupable d'avoir agité le chiffon rouge et par conséquent, par ricochet, responsable de ces dérapages, de ces débordements. Et Frigide Bardot, d'ailleurs, si on observe son image, c'est intéressant d'observer l'évolution. Cet hiver, même ses plus fervents opposants reconnaissaient volontiers qu'elle faisait finalement une bonne opération de communication, qu'elle s'en sortait plutôt bien. Le problème, c'est que depuis quelques semaines, son discours est en train de se confondre avec des mouvements plus radicaux comme le GUD ou le Printemps français.
Et alors, Aude, cette radicalisation de la manif pour tous, elle vous paraît subie ou volontaire? C'est toute la question et plusieurs scénarios sont envisagés. Pour certains internautes, Brigitte Bardot est tout simplement dépassée. Elle s'était préparée à une course de demi-fond et elle est finalement engagée dans un vrai marathon. Deuxième scénario, c'est qu'elle révèle sa vraie nature. Du coup, on voit bien qu'il y a un cap qui a été franchi. Brigitte Bardot, la citoyenne délurée, un peu sympa et sincère, est devenue maintenant finalement une vraie chef de guerre dont il faut se méfier. Et il y a des crainte que tout ça puisse mal finir, avec notamment les manifestations du 5 et du 26 mai. On sera amené à en reparler. Merci beaucoup, Aude. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir la politique CNET en VOD, réagir et commenter sur publicsénat.fr, Twitter et Facebook. Merci aux équipes de Public Sénat et à Laurent Elkabbach. À très vite pour un nouveau numéro de la politique CNET.